Depuis la super refonte du programme, en particulier pour le secteur des études québécoises, ben, il y a un certain nombre de cours que j'ai continué à donner. C'est encore moi de temps à autre, puisqu'il y a plusieurs groupes qui donnent le cours de corpus québécois, qui est un peu le cours d'entrée pour les études sur la littérature québécoise. Donc, on voit différents genres, différentes époques, mais c'est pas uniquement une perspective historique. On plonge vraiment avec toute la socialité autour des textes, en intégrant l'étude des formes. Donc, corpus québécois, ça, je continue à le donner. Je continue aussi à donner le cours Discours de la chanson, qui est vraiment un cours d'analyse. Et il y a toute une partie de ce cours-là qui est constituée d'ateliers d'analyse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un cours assez avancé, troisième année de baccalauréat. C'est un cours, donc, où les gens ont acquis déjà un bon bagage, ce qui fait qu'on va en vrille dans les analyses de chansons. On les fait en direct, on les fait en équipe, et le travail final, c'est de l'analyse d'une seule chanson. Donc, une dizaine de pages, ça va à fond. Au début, les étudiants sont un petit peu inquiets, mais finalement, ils ont de la difficulté à s'arrêter. Il n'y a jamais assez de pages. Les chansons sont toujours beaucoup plus riches. En fait, plus elles ont l'air simples au départ, plus ces chansons-là se retrouvent à remplir des pages et des pages pour expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça marche, c'est quoi les stratégies à l'œuvre. Parce que quand on est en classe, cette dimension-là pratique, le fait d'échanger les uns avec les autres, le fait, non pas de faire une présentation orale très figée de ses recherches, mais d'en parler, de voir quelle réaction ça suscite, de le dire mieux, parce que là, on a la réaction qu'on souhaite et les gens partagent plus ou moins notre point de vue. Donc, il y a vraiment une émulation, il y a vraiment un approfondissement qui se fait. Comment est-ce qu'on peut vraiment apprendre sans essayer, sans mettre à l'épreuve, en restant tout le temps replié dans sa tête? Ce geste-là est essentiel. J'insiste énormément sur le fait que les étudiants doivent lire plusieurs autres études, les citer. Tout le caractère scientifique est encore très présent, mais se faire confiance, avancer ensemble collectivement, je trouve que ça fait partie de la pédagogie. C'est pas uniquement des cours magistraux, puis même ateliers, ils sont des ateliers, mais où la confiance joue un rôle dans le fait qu'on ose exprimer quelque chose de complètement neuf. Puis si on fait pas ça, ben on répète toujours, on est très prudent. Donc j'essaie de créer un climat de travail qui fait en sorte que les gens soient un peu moins prudents parce que ça permet d'avancer, ça aussi. Je dirais que c'est un petit peu un mandat que je me suis donné, de faire en sorte que les gens soient plus à l'aise de travailler en équipe, ou en tout cas de réfléchir en équipe, même si les travaux, on continue à les faire tout seul. Donc, cette dimension-là, d'arrêter d'avoir peur les uns des autres, il y a de l'ouvrage pour beaucoup de monde. Il reste beaucoup de choses à faire, donc on peut travailler ensemble. J'ai fait mon mémoire en études littéraires ici même à l'UQAM il y a un assez grand nombre d'années. Mémoire qui s'intitulait, j'ai revérifié, « La chanson sentimentale dans la culture populaire, le cas Michel Louvain ». Puis moi, je me suis dit, oh oui, moi, chez nous, la chanson sentimentale, Michel Louvain, la culture populaire, ça occupe une grande place. Puis ma mère adore ça et mon père déteste. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ça. Donc, j'avais déjà culture de grande consommation. J'avais déjà la question du genre sexuel qui fait une double dévalorisation. Donc, la culture populaire, la culture de grande consommation est généralement dévalorisée, mais quand en plus elle s'adresse à peu près exclusivement aux femmes, c'est le summum. Tout ça pour aboutir aujourd'hui avec ce super projet que je commence à peine, mais qui m'enthousiasme au plus haut point, la fameuse chaire de recherche sur l'histoire des pratiques littéraires et culturelles non dominantes. Et il y a un axe sur l'histoire de la vie culturelle des femmes, donc entre 1880 et 1980, un axe sur la culture de grande consommation, bien sûr, parce que ça reste un corpus que j'ai adoré travailler et qui m'a appris énormément de choses. C'est pas moi qui a expliqué des choses, c'est lui qui m'a appris comment chercher. J'adore cet aspect-là. Et le dernier axe, c'est un laboratoire sur la vie culturelle des années 50. Pourquoi les années 50? C'est comme une décennie un peu mal aimée, c'est-à-dire que c'est avant les années 60, puis la Révolution tranquille, puis ce que culturellement et par l'historiographie actuelle, on a appris à associer à notre modernité. Mais avant d'être stabilisée, cette modernité-là, elle est en clignotement. Et les années 50, c'est le foisonnement. Ça part dans toutes sortes de directions. On essaie des trucs, ça ne marche pas, on fait autre chose. Donc, ces clignotements-là sont un bassin de diversité incroyable. Puis moi, j'ai envie de travailler ça. Donc, voilà à quoi je vais continuer à travailler au cours des prochaines années.